Ah waouh. Exceptionnel. Parce que t'es spécial, t'es différent. Et je me dis, mais en fait, t'es vraiment un énorme cancre depuis le début. On est d'accord que ce bout de carton est exceptionnel. Vache. Premier degré, j'ai vu Times Square vide. Pour une des activités. Elle a été maline, elle a pris le petit truc sous les yeux. Ah ouais, elle est futée. Moi, je m'affiche en plein public, c'est magnifique. C'est marrant parce qu'en fait, ça pourrait être intéressant qu'elle ait un micro aussi. Comme ça, elle peut faire des petits commentaires pendant et tu. Enfin bref. Arrête de me piquer mes idées. Ah putain, C'est désolé. mes idées. T'es content d'être là? Bah ouf. Un peu paniqué. Tu sais pas à quoi t'attendre. En fait, je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas ce que je viens faire ici. Donc... C'est normal. Il y a un premier problème. C'était tes fringues. T'as mis un t-shirt beaucoup trop clair par rapport à ça, par rapport au fond. Mais comment je pouvais savoir la couleur du fond? Non mais heureusement que je suis là pour rattraper les conneries quoi. Ah, tu vas aller te changer. Oh putain. Ah waouh. Exceptionnel. C'est ta taille normalement. T'as même le pantalon? Ouais. Waouh, c'est un délire Enfin, je me particulier. change aussi. Est-ce que tu peux montrer à la caméra avant ton pyjama? Ah bah attends, je peux faire plein de choses moi. Ça me termine. Tu sais qu'en plus j'ai vraiment pas de pyjama et que ce week-end j'étais chez un pote et il avait un pyjama, tu sais, rayé, genre vraiment le cliché. Ouais. Et je me suis dit, ah, il est cool son pyjama en vrai. Et voilà. L'instoppable, Mm. on dirait un nom de bateau. L'insubmersible. L'insubmersible. Vas-y, hein, si mes fesses elles rentrent là-dedans, c'est Normalement, une c'est ta excellente taille. nouvelle. Mm, mm, mm. Trop bien. Et bah écoute, On va se changer, on arrive tout de suite. Bon, t'en penses quoi de ton petit pyjama? bah, écoute, exceptionnel. Donc ce petit nom de bateau. Et je trouve qu'il est, très masculin. C'est ce que j'aime le plus dans ce pyjama. Pour ceux qui nous regardent, enfin qui nous écoutent en audio, j'ai pas trouvé de cette couleur-là pour les garçons. Donc c'est forcément un pyjama fille qui est un petit peu trop court pour bébé. Mais Voilà, il n'y a pas de. il y a 1,50 m de peau qui dépasse. Mais ça fait un petit charme. En fait, c'est que si tu regardes ta montre, tu n'as même pas besoin de. Tu vois, Non, là, il y a le Ça, mouvement qui c'est- est... Bah ouais, en fait, c'est comme ça, c'est bien. Non, mais en fait, tu sais pourquoi je m'en suis rendu compte? Et là, d'ailleurs, c'est une vraie question que j'ai à te poser. Je ne sais pas si tu sais, mais les boutonnières sont à l'inverse chez les hommes et chez les femmes. Ah, les boutons. Alors attends, pour les femmes, du coup, ça Bah, va vers la droite, vers la Pour de les, la droite pour vers la les gauche. femmes, tu as ton bouton à gauche et ta boutonnière à droite. Ok. Et pour les hommes, c'est dans l'autre sens. Les boutons, ils sont à droite et la boutonnière, elle est à gauche. Tu C'est sais- pour ça que quand je l'ai mis, tout à l'heure, je me suis dit, c'est trop bizarre et j'ai pas l'habitude là. Il y a un truc qui est pas net, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai dit, c'est un truc pour femmes et tu m'as dit oui. Et tu sais pourquoi ou pas? Et je sais pas du Il tout. n'y a pas de raison. Vraiment, je pense que c'est pour distinguer les vêtements féminins des vêtements masculins. Je pense que c'est de la pure mode qu'autre chose. Il y avait pas, tu vois, il n'y a pas une raison physique qui expliquerait le fait que tu aies une boutonnière d'un côté ou de l'autre. C'est vrai, Et ça, par contre, non plus. c'est un peu court. Pierre-Baptiste, bonjour. Salut. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va super. Merci beaucoup d'être dans la soirée pige. Bah écoute, avec grand plaisir. Je pensais pas faire une soirée pige. J'avoue, je suis arrivé avec un t-shirt tout blanc, tout moche. Et là maintenant, bam, je suis en pyjama trop stylé. Vert en plus, c'est ta couleur. Et franchement, il est trop beau. Franchement, Il est beau. il est grave beau. Tu es un peu dégoûté, tu le porteras sûrement pas pour aller dormir vu comment il est court, mais Non, mais en vrai, le pantalon en bas, en revanche, est super agréable, donc pourquoi pas. écoute, si tu es à l'aise, c'est le principal. La soirée pige, on parle de ce qui fait le cœur des entrepreneurs. On parle de ce qui les motive, ce qui les meut. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi ça prend une part dans ta vie, mais aussi qui t'est à côté. L'idée de ce podcast, c'est un petit peu de démystifier le côté, ok, l'entrepreneuriat, c'est toute la personnalité de la personne, c'est ce qui fait toute la vie d'une personne, et montrer que maintenant, on est avant tout des potes, on est avant tout des gens dans la vie de tous les jours, et c'était histoire de montrer ça. T'es né le 18 avril 1994, t'as des souvenirs des années 90 ou pas du tout? T'es un enfant des années 2000? Les années 90, est-ce que j'ai des souvenirs? En fait, tu sais, j'arrive pas à repositionner des dates sur des trucs, mais je sais, tu sais, genre des chansons des années 90, des trucs comme ça. Mais j'avoue que non, pas vraiment. Et en fait, je pense plus des années 2000. Après, en même temps, quand tu es né en 94, tu as 6 ans. Quand tu arrives aux années 2000, et je crois qu'en vrai, c'est un truc comme avant tes 5 ans où tu te souviens pas vraiment de grand chose en réalité. Donc, Je non. crois que c'est 4 ans, 4 ans, 5 T'as ans, pas ouais, de peut-être souvenir, dans ces ouais. eaux-là. Peut-être pour moi, c'était 6 du coup. parce que t'es spécial, t'es différent. Je sais pas, Je peut-être. Ouais. comprends. Mais en tout cas, non, aucun souvenir particulier. Peut-être si, le souvenir que j'ai, c'est le passage à l'euro. Je crois que c'était l'année 2000. Il y avait un espèce de stress ambiant. Dans mes 2002, non 2002 ou un truc Je comme crois. ça. Ah, peut-être 2002, je me souviens même pas. Ouais. Il y avait un autre truc, c'était.
sais, dans les années 2000, au moment de passer de 99 à 2000, et je me souviens qu'il y avait une période à ce moment-là où il y avait un stress ambiant et je crois qu'il y avait pas mal de gens qui pensaient que tout allait s'arrêter Oui. en passant dans les années 2000, que genre tous les ordinateurs allaient arrêter de fonctionner, qu'aucune date ne serait changée, que l'heure ne marcherait plus, que genre limite le monde S'arrêter. s'arrête. Et potentiellement il aurait fallu tout reconstruire, tu vois. Et je me souviens qu'il y avait une espèce de stress ambiant à ce moment-là. Et voilà. Et après le stress suivant, ça a été 2012. Je crois que tout le monde La a fin du oublié, monde. mais c'était censé être la fin du monde. Mais tu vois, la question que je me pose, j'ai surtout le souvenir j'ai très peu de souvenirs, on a 2 ans d'écart, j'ai très peu de souvenirs du bug des années 2000, mais je me pose la question, est-ce que c'était genre quelques clampins qui y croyaient et les médias ont amplifié le truc, ou est-ce que vraiment tout le monde pensait que ça allait s'arrêter, tu vois? Je pense qu'en vrai, il y avait un truc du genre, tous les informaticiens étaient en mode, c'est un non-sujet, en fait, ça va suivre et c'est OK, tu vois. Et je pense qu'il y avait cette croyance populaire que potentiellement ça marcherait pas et que c'est un peu, comment dire, enfin les gens qui sont moins dans le domaine savent pas forcément, tu vois. Oui. Et après, les médias se sont emparés du truc, en ont fait une histoire rocambolesque, alors que bon, en réalité, c'était juste vraiment Une date, quoi. Ouais, un changement de date, quoi. Ouais. Un Mais changement de 2012, millénaire. on se souvient de 2012, j'étais au collège à Saint-Jean-de-Mont et notre prof d'histoire, on lui en parlait, on disait Madame, faut qu'on sorte de classe, le monde va être détruit. Et elle nous regardait en mode Pff, vous êtes idiot. Ouais, moi j'ai connu 2000, elle a dit probablement un truc comme ça. Ça s'est Oui, bien elle a passé, dû se dire tu ça, vois. ouais, c'est ça. Mais ouais, et ça c'était ouf aussi. Tu sais que l'autre jour je suis retombé sur, je crois qu'il est arrivé sur Netflix, il y avait le film, ils avaient créé un film pour 2012 et j'étais allé le voir et je crois que le truc avait fait Il était un fou, carton ce de film. ouf. Il était incroyable. Ouais. L'Arche de J'avais Noé, adoré. le machin, voilà, on a totalement spoilé les gens qui ne l'auraient pas vu. Oui, enfin bon, vous avez eu quand même 12 ans pour aller le voir, donc C'est ça. bon, si on vous spoile ça, c'est dommage. Mais surtout que je ne me souviens pas d'où c'est venu, je crois que c'était un calendrier Maya. Ouais, c'est un truc comme ça, d'après les analyses, je crois dans le calendrier, il y avait un truc en mode ça tombait à cette date-là. Et voilà. T'avais des posters de quoi dans ta chambre d'ado? Tu sais que je crois que j'avais pas vraiment de poster dans ma chambre d'ado. T'avais une chambre Ikea, t'avais pas de déco? Non, j'avais une chambre que je crois que c'est encore la même aujourd'hui, à peu de choses près. Je pense que le poster que j'avais, c'était peut-être un groupe de musique de l'époque, mais genre j'en avais un. Je mettais pas vraiment de trucs sur mes murs ou autre. Et ma chambre, non, mais ça a toujours été la même chose, genre un grand lit. Tu sais, on avait un truc de famille, des encadrures de lit en bois, Ouais. assez jolis, et que je pense que ma mère avait dû récupérer quelque part et d'une ancienne maison de famille ou autre. Donc en fait, c'est le même lit que j'ai depuis quasiment que j'ai quitté, je pense, tu vois, un berceau d'enfant, quoi, limite. Donc non, ma chambre, elle n'a pas beaucoup évolué. Il y a juste un bureau qui s'est rajouté Ok. Pour bosser? pour bosser au collège et tout, parce que c'était quand même pas la folie pour moi. Mais ouais, voilà. C'était pas la folie le collège? Bah, collège, en vrai, c'est une période super ingrate, je trouve, de la vie des gens. Ouais. Le collège, pour moi, ça a été méga difficile, pour plein de raisons. Je pense déjà parce que les gens sont méga... Enfin, à cet âge-là, tu es ingrat avec les gens. J'étais déjà, à l'époque, je crois que j'étais un peu, tu vois, un peu rond. J'avais des soucis de famille qui faisaient que forcément, je n'étais pas très concentré dans l'école en elle-même. Et puis, il y avait aussi le fait que tu sais, quand tu vas... Moi, j'ai fait mon collège dans un collège privé. Et c'est souvent des petits mondes où les enfants, parce que leurs parents ont fait le même collège, le même lycée, les mêmes études, se connaissent depuis toujours. Et puis finalement, il y a une espèce d'entre-soi, tu vois, genre tout le monde se connaît. Et ce qui est normal, tu vois, c'est pas genre un truc. J'aime pas parfois la manière dont ça peut être traité dans tu sais, dans les médias en mode un tel connaît un tel. Oui, mais c'est juste qu'ils ont grandi ensemble, donc c'est normal qu'ils se connaissent, tu vois, ils sont dans les mêmes milieux. Mais du coup, c'était un peu difficile d'intégrer ces milieux-là. Et donc, rapidement, quand tu es pas très bon à l'école, en vrai tu as des problèmes d'autres chats à fouetter ailleurs avec les histoires de famille, et que en plus de ça tu fais pas partie vraiment des populaires, en fait souvent tu te fais vachement bisuter, tu vois. Ouais. Pas forcément méchamment, mais à ces époques-là tu le vis quand même super mal. Et je crois que d'ailleurs il y a vachement d'initiatives aujourd'hui, parce que je pense que c'est des choses qui continuent, encore plus avec les réseaux sociaux, parce que à la limite nous à l'époque ça se terminait quand tu quittais le collège, tu rentrais chez toi, c'était à peu près ok. Là aujourd'hui genre comment dire, cette attaque un peu sociale, elle continue même sur les réseaux sociaux, sur Snap, sur ouais, tous les réseaux, quoi. Et du coup, c'était chaud pour moi, ouais, cette période-là. Il n'y avait rien qui allait vraiment. Tu vois, tout est flou. Ça a duré tout le collège? Tout le collège, en fait, ça qui est marrant, c'est que tu sais, souvent, tu vois des gens qui réussissent bien et tu n'imagines pas leur vie avant. Tu te dis, ouais, à quoi ils pouvaient ressembler. Mais genre, moi, j'ai fait 6e, 5e, 4e, 3e. Et chaque année, je manquais de redoubler. Ok. Et genre, vraiment, je pense que j'ai passé l'intégralité de mon collège en mode
c'est limite ma mère qui va me sauver en allant voir les profs. Non, mais vous savez, il se passe plein de choses, nanana. Il n'est pas plus bête qu'un autre, c'est juste qu'il a moins de temps pour travailler, quoi. Et du coup, vraiment, et chaque année, ça devient plus difficile de te faire passer, tu vois. Ok. Jusqu'au moment où tu arrives en troisième et elle dit, en vrai, pas cette année, s'il vous plaît. Il y a le brevet. Vraiment, il redoublera l'année prochaine, quoi. Genre vraiment. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Genre vraiment, j'arrive au lycée, l'imposteur. T'as eu ton brevet, tout ça. J'ai eu tout, franchement, même assez bien, enfin, mention assez bien. Tu vois, si je me foulais un peu, Ouais, je pouvais ça faire va. quelque chose, quoi. Et j'arrive seconde, et là, boum, seconde redoublement. Ok. Mais genre 6 de moyenne. Je redouble. Ah oui. Et là, dans ma tête, je me dis, bon, ok, il ne se passe pas grand-chose, tu vois. L'été avance un petit peu, je sais pas. On est le 25 juillet. Je suis dans ma chambre. Je me souviendrai toujours de ce moment parce que je pense que ça a été un point de bascule dans ma vie. C'est vraiment le moment qui a changé toute ma vie. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu as des élans de motivation sur un truc pendant une toute petite période de temps. Ouais, je vois. Je suis dans ma chambre. Je me dis, mais Piratis, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, genre vraiment, où est-ce que ça va cette histoire-là? Et je me dis, mais en fait, t'es vraiment un énorme cancre depuis le début. Peut-être va falloir que tu trouves quelque chose, tu vois, tu bouges le cul, quoi. Et du coup, ce que je fais, c'est que à ce moment-là, je prends un peu mes clics, mes claques, et depuis que je suis tout petit, j'ai, comme tous les parents, je pense, tu sais, des parents qui, enfin, une mère qui me dit, bah, tu sais, si tu taffes pas bien à l'école, et etc., va falloir que tu ailles en pension, tu vois. À un moment donné, genre en mode, c'est la solution à tous les problèmes. Et bah, tu sais quoi, je vais voir ma mère le 25 juillet et je lui dis, écoute maman, l'année prochaine, je veux partir en pension. Genre, je veux partir en internat et je vais faire mon lycée à l'internat. Donc, je vais redoubler ma seconde ailleurs. Si je retourne dans le même collège, enfin le même lycée que celui dans lequel je suis, c'est sûr, c'est une ligne continue vers exactement le même truc. Tu sais, genre en mode, tu as les mêmes règles, tu as le même résultat, tu vois, à la fin. Donc, si tu ne changes pas les règles du jeu, tu auras toujours le même résultat à la fin. Donc je me dis, ok, je vais changer les règles du jeu, je change de logement, n'importe quoi. Je change de collège, je pars à l'internat. Mais attends, à 14 ans, pas 15 ans, ouais, t'as eu cet éclair de ok, c'est mon environnement qui pose problème, il faut que je change l'environnement. Ouais, après, je pense que j'étais plus mature que la plupart de par le. Vraiment, cette manche, elle me. Oui, me je termine. suis navrée. Je pense que j'étais plus mature que mon âge de par l'environnement familial dans lequel j'ai grandi, tu vois. Mais en gros, ouais, je sais pas. En fait, je pense que c'est un éclair de génie. Tu le regrettes peut-être un peu après. Tu sais, t'es en mode, putain, j'étais con, en vrai, j'aurais pu encore me la couler douce pendant quelques mois, quelques années. Mais finalement, je pars comment dire, à l'internat. Mais surtout, j'annonce à ma mère, enfin, tu vois, au milieu des vacances scolaires, et elle me dit, bah ouais, mais t'es bien mignon, mais en fait, les inscriptions, ça se fait, tu vois, 2-3 mois à l'avance, quoi. Donc, c'est pas si simple. Donc, on contacte quelques internats, on en trouve un, et je tombe dans un internat à Saint-Gabriel, Saint-Gab. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Totalement perdu dans la campagne vendéenne, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire là? Je me retrouve en rendez-vous avec pas le directeur de l'établissement, mais le directeur adjoint, qui me dit, écoute, je veux bien te prendre pour une année. Par contre, va falloir te mettre un peu à te bouger le cul, quoi. Ouais. Donc, je considère que si tu redoubles, si tu n'as pas 14 de moyenne, tu dégages, quoi. Et j'étais en mode, ok, tu sais quoi, on va le faire. Ça t'a plu le défi comme ça t'a pas mis de Je sais pression? pas, quand il me le disait, j'étais en mode, ouais, mec, t'inquiète, ça va le faire. Ok, Tranquille. ok. J'étais en mode, même moi, j'étais trop confiant par rapport à ce qui se passait. Alors que vraiment, genre, j'ai tort de A à Z, tu vois. Genre, Oui, vraiment, oui. je viens, j'ai redoublé. Tu vois, tu te prends pour un ouf, alors que pas du tout. Et bref, je vais là-bas et je commence l'internat. Et là, du coup, je pense que c'est parmi les 3 meilleures années de ma vie. La seconde, révélation. Je me remets à juste un peu bosser. J'étais dans un cadre vraiment de travail. Clairement, en termes d'études, je pense que je tourne à 15 de moyenne générale. Enfin, vraiment, donc, le gap, il est dingue entre les deux, tu vois. Et je réussis à intégrer une classe internationale. On a fait la même, bah on oui, a oui. fait la même Oui. à un an de décalage. Et j'intègre la classe internationale. Je suis la première promotion de cette classe internationale. Oui. Et ensuite, on fait première terminale dans ce truc-là. Mais pour moi, quand j'étais, tu vois, au collège, c'était les classes européennes. Mais oui. Mais les classes européennes, jamais de la vie je pouvais y aller. C'était que les gens intelligents, tu vois. Genre moi, j'étais là, j'avais 7 de moyenne, j'avais de la vie gérée, tu vois. Et bref, voilà. Du coup, C'est ouf. je me retrouve en classe internationale. Même moi, j'étais satellisé.
Et en plus, vu que c'était la première promo, je sais pas comment toi tu l'as vécu, on pourra en parler vite fait, mais genre, vu que c'était la première promo, ils s'étaient dit, ok, pour la première promo, on prend genre vraiment les meilleurs de toutes les classes et on les met dans une classe, tu vois. Donc déjà, égalité des chances, zéro. Tu vois, genre, t'arrives dans le truc. Et du coup, je me retrouve dans la classe avec que des brutes épaisses sur tous les sujets, tu vois. Et je suis là, je suis avec mes 12,5 de moyenne et je suis dernier de la classe, tu vois. Je suis en mode, putain, retourner à mon stade de départ, genre. Oh merde. Mais en même temps, bon, avec 12,5, j'étais très bien, tu vois. Et voilà, en gros, c'est un peu ça qui s'est passé. Et donc, Incroyable. comment ce petit moment où tu es dans ta chambre et dans ton lit te fait passer d'un truc où derrière, je rentre dans cet établissement. Et toi, d'ailleurs, comment tu l'as vécu, d'ailleurs, ce truc de classe internationale? Est-ce que tu as trouvé aussi que tu étais dans un environnement qui Ouais, qui tirait vers le haut. tirait Ouais, de haut vers le haut après, parce que tous les gens autour de toi, d'une certaine façon, ils étaient meilleurs que toi, tu Oui, vois? oui, oui. Nous, on avait quand même cette chance, on était mixés sur plein de cours avec d'autres. Ok. On était mixés avec des S, des ES et des L. Moi, je faisais partie des L. Du coup, c'était quand même cool. On avait quand même d'autres gens. Moi, j'avais quand même l'impression d'accéder limite une classe sociale au-dessus. Tu sais, les gens étaient un peu jaloux et c'était un peu en mode, ouais, toi, classe internationale, c'est bon, c'est un peu, t'es la star, tu vois. Je suis en mode, Exactement. bon, ouais, moi, un petit peu, d'accord. Si Surtout tu si le c'était un dis. programme Inde que tu as fait comme moi, Oui, non? oui. T'es parti en Inde, Et je suis toi aussi. parti en Inde, ouais. Mm. Et ça, c'était un truc de ouf parce qu'en fait, quand tu y penses, même quand tu le redis aujourd'hui, Mm. aller en Inde en terminale, la plupart des gens, tu vois, ils vont en Allemagne, tu vois, ou ils vont faire un échange en Espagne, ce qui est déjà très bien. Bien sûr. Mais l'Inde, c'est tellement exotique. Et on avait vraiment cette chance, du coup, à Saint-Gab de pouvoir faire ça, c'est ouf. Mais tu vois, le voyage en Inde, j'ai très mal vécu, moi. Ah ouais, pourquoi? Ouais. C'était trop dur, trop de. Comment je parle à ça? Le gap de changement de vie, enfin, moi j'étais pas du tout prête pour ça, j'étais pas assez costaud mentalement. Et on a vu des trucs, j'aurais jamais pensé voir ça de ma vie. J'ai vu une femme accoucher dans la rue, des enfants estropiés, enfin, les castes, j'étais pas assez préparée. Alors peut-être que c'est ma faute que j'ai pas assez écouté en cours quand on nous a prévenus de ce que c'était. Mais je me souviens que les profs étaient. Et les pauvres, hein, vraiment, les pauvres, ils ont fait comme ils pouvaient. Mais ils ont fait un maximum pour essayer de nous protéger, ils étaient dépassés. Ils n'étaient pas prêts pour la pauvreté qu'on a vue, pour les galères qu'on a eues, on a tous été malades. Enfin, ça fait aussi partie du souvenir et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu partir. Mais moi, je le marque vraiment comme quelque chose de très dur. J'avais 16-17 ans, j'étais pas prête pour voir ça. Quoi. Je pense que c'est le genre de truc, en fait, on peut te préparer pendant très longtemps. Tu peux dire oui, oui, non, 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 j'ai vu des films, j'ai vu des documentaires. Mais le jour où tu te retrouves au milieu de ça, de cet environnement, pour de vrai, je pense que la vérité, elle est totalement différente. Enfin, tu vois, ton ressenti, tu peux avoir vu tous les films du monde, tu ne vas pas réagir de la même façon. Oui. Et quand tu es en vrai face à ça, face à la pauvreté. Et je pense que vous, votre voyage a été plus compliqué que le nôtre, parce que nous, on était allés dans un établissement, comment dire, dans une seule ville. On était resté dans une seule ville, donc dans la ville d'Hyderabad. Ah bah oui. Et vous aviez fait un périple. plusieurs, Donc vous aviez bougé dans plusieurs villes dans mes On a fait souvenirs. Chennai, Yercaud et le Pondichéry et Hyderabad. C'est ça. Et donc du coup, vous aviez pas mal bougé. Forcément, quand tu te déplaces, en fait, tu vois différents environnements. Et dans les déplacements, bah, en fait, tu es un peu moins, comment dire, protégé quoi, de l'environnement. C'est moins contrôlé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense ils avaient perdu un peu leurs moyens, parce que je pense qu'aussi les organisateurs sont partis confiants du premier voyage qu'on avait fait ensemble, qui était en soi beaucoup moins complexe que le vôtre. Et vous, le vôtre, il a été en mode, ok, là c'est une étape au-dessus et on s'était peut-être pas préparé à autant en fait. Et puis on s'était baladé en bus, on a vu un accident de bus dans les montagnes et tout. Ouais, bah, forcément. C'était des paysans, c'était Ah, top. bah, c'est clair. En parlant de dépaysement, quand tu as changé d'environnement, un truc que j'avais adoré à Saint-Gab, que j'avais pas non plus au collège, parce que j'avais un collège aussi un peu compliqué, un peu comme toi. Et à Saint-Gab, ce qui était génial, c'est que tu avais des temps le soir pour bosser. J'avais trouvé ça incroyable. Tu rentrais et il y avait du vide. Ils avaient organisé des plages de vide où tu devais être dans ta chambre. Tu avais un pion qui surveillait. Tu n'avais pas de portable, parce que tu n'avais pas le droit d'avoir ton portable. Tu étais à ton bureau. Tu n'avais pas le choix que de faire tes devoirs. Quoi. Ouais. Tu es obligé En fait, ça t'apprend aussi que de devoir dédier un temps pour des choses, c'est important, tu vois. Et typiquement, ça, c'est un truc que j'ai essayé de garder dans mon emploi du temps. Maintenant, où je fais un peu plus de taf et de trucs, c'est un temps pour chaque chose et de mettre du timing dans ton emploi du temps. Et je pense que c'est un truc qui sauve vachement de cancres en fait, quand ils arrivent en internat. Parce que, en fait, tu vas faire quoi sur ce temps-là à part bosser? C'est ça. Tu peux juste regarder le mur pendant 1h30, mais tu vas faire ça 2 jours. Quoi. C'est ça, et au bout d'un moment, c'est chiant. Donc en fait, tu bosses, tu t'intéresses au truc et ça donne quelque chose. Mais je pense que tu vois, je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi, je pense que j'ai vraiment attrapé le truc en plein vol quand j'étais à Saint-Gab. Mais on avait, en fait, Saint-Gab, donc c'est vraiment dans le nord de la Vendée. Il faut savoir que la Vendée, c'est une terre entrepreneuriale extrêmement forte. Aux alentours de Saint-Laurent-sur-Sèvre et de Saint-Gab, vous avez le Puy du Fou. Avec le Puy du Fou, c'est un truc de fou. Genre, ils ont monté un espèce de parc au plein milieu de la campagne. Juste à côté, il y a une ville qui s'appelle Saint-Malo-du-Bois,
où les mecs, ils ont fait un festival en 10 ans. Ils ont eu Elton John qui est venu. Ils ont eu des Johnny Hallyday. Ils ont eu les mecs sortis de nulle part. Mais C'est le Bled, poupée. ouais, le festival de poupées. Ouais. À côté, tu as des grosses entreprises, Jeannot Beneteau, Fleury Michon, Sodebo. Sodebo, tu as le groupe Eram au niveau de Cholet. En fait, c'est une terre très entrepreneuriale. J'en oublie probablement d'autres. Je crois qu'il y avait les meubles Gauthier aussi, etc. Et en fait, ce qui fait que du coup, à Saint-Gab, on était exposé beaucoup à l'entrepreneuriat. Et beaucoup aussi parce que je me souviens, chaque année, on avait au moins une ou deux conférences où ils faisaient intervenir des chefs d'entreprise anciens de Saint-Gab qui venaient présenter leur parcours, leur vie, etc. Et en fait, tu es confronté à des gars qui ont monté des boîtes. Et du coup, je pense que ça lance aussi des vocations entrepreneuriales, en tout cas plus qu'à d'autres endroits. Toi, ça t'a fait naître, tu penses, une espèce de vocation? Écoute, moi je pense que ça m'a fait naître une vocation au point où, à la fin de ma première, j'ai lancé mon premier projet entrepreneurial et je l'ai lancé avec un pote à moi qui s'appelle Robinson. Ok. Déjà, le prénom est exceptionnel. Et ce mec est exceptionnel en plus de ça. Tu vois, genre, je me souviens à l'époque, j'étais en mode waouh, il est impressionnant. Aujourd'hui, il est psychiatre dans un hôpital, à l'hôpital de Nantes. Et je l'ai recroisé il n'y a pas longtemps. Et franchement, toujours aussi ouf, décalé, mais si plus intelligent que moi, tu vois. Genre vraiment, c'était le gars que j'admirais pas mal sur ça. Et si tu veux, quand on a créé un premier projet entrepreneurial, on l'a présenté à un concours de la CCI de Vendée. Et on avait gagné le prix avec du coup une autre entreprise qui s'était présentée à côté. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai pris, je pense, ma première leçon d'entrepreneuriat. C'est que l'autre entreprise qui s'était présentée en face, à l'époque, c'était une entreprise de La Roche-sur-Yon. Et leur projet, je te le donne en mille, c'est comment on fait pour utiliser des indépendants pour livrer des plats de restaurant à domicile chez les gens. Mais c'était en quelle année ça? Et ça, c'était en 2012. La vache! Et quand j'entends ce projet-là, je leur dis jamais de la vie, vous allez y arriver. T'étais déjà visionnaire. Non, mais genre vraiment, j'étais en mode vraiment la vision du gars, tu vois. Je me dis non, vraiment, c'est crédible, 0%. Alors que moi, mon projet, c'était littéralement comment on met des œuvres d'art dans des salles d'attente de médecins, tu vois. Waouh! Donc, vraiment, Oui, il y on avait est un pain vraiment point fort quand même. complètement perdu dans le truc, tu vois. Et en fait, avec le recul, tu vois, maintenant, je me dis, waouh, t'as Uber Eats, t'as Deliveroo, t'as eu des nombres de boîtes qui se sont lancées là-dedans. En fait, juste, tu vois, arrête, enfin, faut pas être arrêté sur une idée parce que tant que tu l'as pas testé et prouvé, il y a peut-être des manières de le faire. Et tu vois, preuve est que Deliveroo existe encore aujourd'hui avec exactement le modèle pour lequel elles avaient gagné. C'était deux filles, elles avaient gagné du coup. Ouais, aussi. Oh, c'est dingue! Première claque, bim. Ça allez. calme. Ouais, en fait, ça t'apprend. Je trouve que ça m'a appris un peu à essayer de prendre de la distance et à dire, ok, c'est peut-être. Parfois, c'est pas une idée qui fait la différence, c'est aussi, tu vois, comment tu vas l'opérer derrière, opérationnellement, quoi. T'avais fait un bac ES? S. Ouais. Tu quittes Saint-Gab, tu fais quoi? Je fais une école de commerce, Ouais. l'ESCA à Angers. Voilà, une école de commerce, centre du classement, rien d'exceptionnel. Ça t'a plu? Ça m'a plu, mais en fait, très tôt, moi, la raison pour laquelle j'ai fait l'école de commerce, c'est que je me suis dit, ok, je veux faire de l'entrepreneuriat plus tard. Ça m'avait bien plu, le truc du projet. Comment je mets toutes les chances de mon côté pour faire de l'entrepreneuriat? Donc à 18 ans, tu te disais déjà, je vais faire entrepreneuriat. Ouais, en fait, j'avais déjà monté mon projet, tu vois. J'avais monté mon premier projet déjà, du coup, à l'école, à Saint-Gab, et au lycée. Et puis, du coup, je me dis, ok, mais en fait, si ce projet, il doit fonctionner, moi, j'y connais rien, tu vois, genre en compta, en gestion, en marketing, tu vois, je suis nul. Et je pense qu'à l'époque, on n'avait pas autant de contenu qu'on peut avoir aujourd'hui sur tous ces sujets, ou en tout cas peut-être moins accessible. Et du coup, je me dis, en fait, Labo Royal, c'est une école de commerce. Et en plus, j'ai un diplôme. Tu vois, donc au pire, si ça marche pas, je pourrais toujours me retourner et trouver un truc, Ok. etc. Tu vois, ça Donc, m'apportait une sécurité, tu vois. oui, tu t'es offert un plan B. Ouais, et puis tu sais aussi par rapport à tes parents, tu vois, leur dire, ouais, je vais me lancer dans un truc pour mettre des toiles dans des salles d'attente de médecins, tu vois. Ta mère, elle te regarde, elle fait, bon, bah t'es bien mignon, mais tu vas aller à l'école. Tu vois. Fais-nous un petit master quand même au cas C'est où. ça, Hein. c'est ça. Exactement. T'as fait licence, master? Ouais, en gros, ça, c'était les écoles intégrées. Ok. Tu fais un concours, tu as 5000 personnes pour le concours et tu es sélectionné, tu fais partie d'une promo de 550 personnes à peu près. Et tu vois, tu as 10% des gens réellement du concours qui vont à l'école. Et après, c'est un parcours intégré, tu n'as pas vraiment de diplôme intermédiaire. Peut-être que maintenant, ça a changé. Et en gros, tu y vas, tu fais programme grande école et tu sors avec un master ou à écrire en fait. Donc, tu vas au master ou tu fais rien. Tu n'as Ok. pas de diplôme en tout cas. D'accord. Donc master, tout ce qui est plus classique. Hein. J'ai fait un master en vente
Pas en vente, mais ce qu'ils appellent ingénierie d'affaires. En gros, c'est les gens qui font commercial B2B pour vendre des solutions complexes. Ok. En gros. Tu montais le projet en même temps? En même temps, au début de l'école, j'ai monté ça. Après, je me suis rendu compte qu'il ne serait pas viable et que ça irait pas, et etc. Et du coup, j'ai pris la vie étudiante de l'école. Et il y avait, dans la vie étudiante de l'école, il y avait un truc qui était génial qui s'appelait Enactus, qui est une sorte d'association internationale dans lequel des étudiants se retrouvent pour monter des projets entrepreneuriaux qui ont 3 objectifs. De faire de l'économie, il faut que ça gagne de l'argent. Il faut que ce soit des projets qui aient une visée sociale et une visée écologique. Ok. Donc en fait, c'est de faire des projets, tu vois déjà à l'époque, en fait, on en parlait beaucoup, d'avoir des projets qui sont sains sur tous les plans en fait. Parce qu'en fait, tu peux vouloir aider plein de gens, mais si économiquement c'est pas viable, ça va dans le mur. Mais si tu as un business qui est ultra bon économiquement, mais juste ça enterre les autres personnes, ça n'a pas de sens non plus, ou ça détruit la planète, ça n'a pas de sens non plus. Ok. Donc c'était de trouver des business. Et chaque année, il y avait une compétition nationale qui était organisée avec toutes les associations, parce que c'était une association qui était disponible dans plein d'écoles en France. Et du coup, moi, j'ai fait la première année en tant que tu avais des responsables de projet, donc responsable de projet d'un des projets de l'asso. Puis l'année suivante, je suis passé président de l'asso. On a essayé de lancer pas mal de projets. Vraiment, du coup, moi, j'étais beaucoup plus orienté économie. Ok. Donc, je voulais vraiment que les projets ils gagnent de l'argent. Parce que je trouvais que à partir du moment où on disait le mot association, tout le monde était en mode oui, on va aider tout le monde et faire de l'humanitaire. Sauf qu'en fait, c'était bien, mais ça poussait pas les gens à se sortir un peu des sentiers battus, tu vois, et aller vraiment au contact des clients, voir qu'est-ce que les gens ils avaient besoin pour qu'on gagne de l'argent et qu'on fasse de la marge en fait à la fin. Et au final, c'était des beaux projets. Par exemple, on avait des paniers de fruits et légumes, truc classique d'étudiants, un panier de fruits et légumes locaux, Ouais. et on les vendait du coup à des étudiants. Mais on était allé négocier nos tarifs avec les gens, s'assurer qu'on faisait de la marge, qu'on était au moins à nos 30% de marge sur les produits, etc., Ça te pour forme. pouvoir réinvestir, etc. Et donc en fait, ça te forme, et tout ça dans un contexte ultra, comment dire, sain, parce qu'en fait, même si tu vends, tu as vendu pour 1000 euros, tu vois, c'est pas, ça permet de réinvestir dans l'assaut, etc. quoi. Tu me parles de ces projets-là, tous ces projets entrepreneuriaux que tu as appris à construire, et que tu as appris sur le tas et que tu as expérimenté. Ouais. Tout ça, c'était avant l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, de tout ce qu'on peut produire aujourd'hui comme contenu. En tout cas, du partage de contenu tel qu'on le fait l'entend aujourd'hui, aujourd'hui. il y avait forcément Internet déjà, tu vois, mais tu commençais à avoir le boom de certains, comment dire, ce qu'on appelle les SaaS aujourd'hui, donc Software as a Service, je pense que ça devait être le début par exemple de boîtes comme Payfit, de boîtes comme Lemlist, où les mecs commencent à se lancer et à se dire on va faire du logiciel. Et ouais, ça devait être à peu près cette période-là, tu vois. Au niveau des réseaux sociaux, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as publié quelque chose sur les réseaux sociaux? Tu te souviens sur quel réseau social c'était au tout début? C'est une bonne question. Je pense Facebook, non, comme tout le monde. Ouais. Tu te souviens du premier post Facebook? Je veux pas savoir mon premier post Facebook, mais ça devait être bien de la merde. Vraiment, Parce que j'ai moi, aucune idée. je l'ai retrouvé. Ah ouais. C'est quoi ce premier post Facebook? La prod, je vous demandais s'il vous plaît de nous apporter le panneau de la honte. Est-ce qu'on a genre la photo qui va avec ou pas? Le panneau de la Putain, honte. c'est exceptionnel. Tu vas C'est pouvoir- une vraie production hollywoodienne, hein, par contre. On est d'accord que ce bout de carton est exceptionnel. Donc, Découpé avec amour. pour info, c'est pour découvrir tous les conseils vidéo de Valentine Soda. N'hésitez surtout pas. Allez la suivre sur LinkedIn et YouTube aussi. D'ailleurs, vous serez installé très confortablement avec elle. Ok, c'est dans quel sens? C'est là-dedans? C'est comme ça? Comme ça? Comme ça? Ok. On se fait engueuler par la prod parce que c'est pas dans le bon sens. Tu vas pouvoir tirer la languette comme ça et nous expliquer l'histoire. Donc ça, c'est un de tes premiers posts Sur Facebook. forever sur Internet. Sur Internet? Tu Ou vas sur Facebook, l'Internet, du mais coup c'est sur Facebook. Ok, tiens. Putain, qu'il faut commencer à travailler. Putain, ça connecte de ouf avec ce que j'ai dit avant, non? Complètement. Déjà avec un très beau S ici, vous verrez probablement pas. C'était quelle date? C'était 7 mai 2011. T'imagines qu'à l'époque, c'était quand même vachement à la mode Facebook. Aujourd'hui, c'est vraiment un truc de boomer. C'était stylé avant de publier ça. Ça fait 10 ans. En 10 ans, comment le monde il a changé quand Ça il fait pense. un peu plus, là, ça fait 13 ans. Et tu sais que tu réfléchissais 40 ans avant de sortir un post et après tu le relis aujourd'hui et tu fais. Et tu pensais J'étais que quand même un t'étais sacré stylé. illettré, tu vois. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Tu te souviens ou pas? J'en ai aucune idée. Mais par contre, ça corrèle vachement avec ce qu'on disait tout à l'heure en fait. C'est Tu fou, vois, hein. c'est ouf. Parce C'était que ta période. je crois que 2011, si je dis pas trop de bêtises, ça va être en première. Donc j'ai dû avoir mon bac en 2013. Donc ouais, 2011, c'est ça. Je suis au lycée, je suis au moment où je dois commencer à aller bosser pour de vrai, quoi.
Waouh. Mais franchement, je sais pas ce que je voulais dire. Mais je suis content, je sais pas ce que tu as sorti après. J'espère que tu n'as pas chopé la première photo que j'ai publiée sur J'ai Facebook. pas photo, non, j'ai pas Ça allé là. à ce ça aurait point-là. été exceptionnel. J'ai vraiment que des posts que j'ai trouvé hyper intéressants et qui représentent vachement le type de contenu en tout cas que tu peux produire aujourd'hui, un contenu qui soit quand même Bien très écrit. expert, bien écrit, bien copyrighté, avec de l'énergie, tu vois. Mais c'est marrant de se dire que déjà à l'époque, je me disais qu'il fallait que je bosse. Oui, c'est marrant, oui, comme Ouais, tu parce dis. que Ouais. c'est un truc dans lequel, tu vois, genre aujourd'hui, je pense que je suis rentré dans la spirale de. C'est important de bosser et quand tu es entrepreneur, tu vois, t'as rien sans rien, donc si tu bosses pas, ça avance pas. Mais c'est marrant de revoir ce truc-là. Mm. Tu vas voir les autres aussi sont très. Tu veux que j'enlève l'autre, Oh, du coup s'il te plaît. Putain, la prod est en train de se foutre de notre gueule. Vraiment. Ah, c'est un truc qui s'ouvre. Ouais, tu Oh, dis- waouh. Alors, je crois que c'est tout le truc. Hein. Non, tu peux enlever tout le. Ah oui, pardon, excuse-moi. Waouh, je sens que c'est un truc philosophique. Par contre, j'ai buzzé. Ah oui, non, mais là, J'ai arrête, un like et c'était- c'est probablement moi. c'était déjà toi. There is no light in your eyes and your brain is too slow. Qu'est-ce que t'as voulu nous raconter, quoi? Tu sais, je pense qu'à l'époque, je cherchais des phrases inspirantes. Ouais. Je pense que quand tu commences à entreprendre, je sais pas si tu as fait un peu ce schéma-là, mais tu commences à regarder plein de contenus inspirationnels, de d'autres gars qui font de l'entrepreneuriat ou des trucs comme ça. Et je pense que j'étais en mode oh, je trouvais cette phrase trop stylée, vas-y, je vais la publier sur mon Facebook. Ça va peser. Et ça a buzzé. J'ai un like. Après, Donc, celui d'au-dessus, t'avais quand même beaucoup de commentaires, mais tu t'auto-répondais quand même. Moi, oui, je sais, lol. En tout C'était cas, le premier beaucoup de commentaire. profondeur. 13 ans, ouais, c'est vraiment marqué 13 ans. Mais je mettais C'est chaud. des citations d'Eminem. J'étais vraiment en mode Eminem, c'est trop Mais stylé. tu sais je que vais c'est tuer probablement. là-dessus. En vrai, est-ce que vous l'avez retapé? Parce que probablement Non. c'est un truc d'une chanson. Je serais même pas totalement à l'abri que ça peut être du Eminem, ça, tu vois. Tout de suite, la référence de cette chanson. Mais vraiment, ça peut être très drôle. Tu veux qu'on fasse le dernier? Ouais, carrément. Recalé au casino. What the fuck? Déjà, on disait what the fuck. Toujours 2011, 2012. 2012 et 2012, j'ai quel âge du coup? Bah, pourtant j'ai 18 ans, je pense. Ouais, 19 avril, parce que du coup je suis du 18. Oui. Donc c'est exceptionnel. Normalement, là, j'ai été recalé au casino alors que j'avais 18 ans. Probablement, j'étais aussi bien fringué qu'aujourd'hui. et, C'est donc, moi. et donc, du coup, bah voilà. J'ai à nouveau un vrai buzz, hein, 12 likes Ah, ça et cartonne. aucun commentaire. Putain, c'est ouf en vrai. Mais pourquoi recaler au casino? Je pense que, en fait, je suis quasiment jamais allé au casino de ma life avant. Mais je pense que c'était quand j'étais. Tu sais, depuis tout petit, je vais toujours en vacances au même endroit. Du coup, au bord de la mer, tu vois. Ouais. Et au bord de la mer, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Il n'y a aucun casino dans les grandes villes de France, quasiment, sauf à Paris, je crois. Où il y en a Monte Carlo un. aussi. Euh, C'est pas en France. Ouais, voilà. Mais surtout, il y a que des casinos dans des villes balnéaires, ou quasiment. Mm. Et en fait, je comprends pas déjà pourquoi il y a que des casinos dans des villes balnéaires. Mais bon, bref, au-delà de ça, je pense que du coup, quand j'étais en vacances, j'ai essayé d'aller au casino en mode, tu sais, genre achievement. Tu as 18 ans, tu peux vas aller au dans un casino. endroit dans lequel tu n'as pas le droit d'aller de base. Et là, maintenant, ok, là, tu as vraiment le droit d'y aller. Et je pense que c'est une vraie déception du coup de ne pas pouvoir y rentrer parce que à cet âge-là, tu te dis, bah, c'est bon, tu vois, genre, j'ai 18 ans, tout peut se passer, quoi. Ouais. T'avais débloqué une nouvelle map et t'as même pas pu y rentrer. C'est exactement ça. Je pensais que Ah. c'était un nouveau weapon, tout, tu peux y aller. Je comprends, je comprends. Mais exceptionnel que vous ayez ressorti ça en vrai. Pas mal, hein? Très très drôle. Ça a des avantages quand même de connaître ce mec depuis le lycée, c'est que du coup j'avais accès à des contenus que Ouais, je n'aurais c'est sûrement ça, c'est jamais ça. accès. Putain, la prod, elle est très sérieuse. Tu veux un bonbon? Non, je veux pas de bonbons, c'est des C'est bonbons bon. body. Faut vraiment pas prendre de ces bonbons. En C'est fait, les trucs, c'est les crottes de nez de chez Harry Potter, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est ça. Il y a un truc que j'aime bien faire sur ce podcast-là, c'est que il y a pas mal de choses dans le décor. Il y a pas mal de petits Easter eggs. Et en fait, dans ce décor-là, j'ai une grande jarre pour ceux qui nous écoutent en audio. Elle vient de mettre sa main dans tous les bonbons. Mais j'ai trouvé ça, tu Ouais. sais, Amélie Poulain. Et surtout pour toutes les autres personnes qui vont vouloir Oh, les ils vont manger s'en derrière. remettre, ça va, je suis propre. Et donc, on a une petite jarre en forme de nounours et j'ai mis des bonbons dedans. Et ces bonbons-là ne ressemblent ni à des dragibus, ni d'autres sortes de bonbons, mais on dirait les bonbons d'Harry Potter, goût crotte de nez, des trucs comme ça. Ah, mais il y en a qui ont la malaria, hein, genre premier degré. Voilà. Celui-là, Et il j'ai- n'est pas en bonne santé. Hein. J'ai fait croire à PB que il a eu de la chance, il a trouvé un bon goût. Alors qu'en fait, tous les bonbons sont très bons. Ouais, c'est. C'était un biais, le biais de la peur. Non, mais c'était très bien joué aussi. Merci. Avec Bah, plaisir. 11 ans de théâtre avec Madame Pilet. Eh ben, merci à elle en tout cas. T'es parti à New York? Ouais, T'avais quel âge? je suis parti à New York la première fois ou la deuxième fois? Celle où t'es parti longtemps. Celle où je suis parti longtemps, je suis parti, j'avais. C'est une bonne question. Quel âge j'avais? Je devais avoir 24 ans ou 25 ans. Et tu m'avais dit que c'était, tu m'avais dit en off dans les coulisses juste avant, dans le sas de décompression.
avant le jour J bien sûr, que c'était quelque chose qui t'avait marqué dans ton parcours entrepreneurial parce que là, tu as découvert beaucoup de choses là-bas. Ouais, bah en fait, déjà, en fait, typiquement, c'est vraiment un truc d'objectif New York. Parce que, pour te donner un peu de contexte avant, quand je suis en études supérieures, à nouveau pour te montrer, tu vois, genre à quel point le mec est entrepreneur de fou, enfin pas de fou, mais genre vraiment dans cette démarche de je veux prendre et engager, emmagasiner un max d'expérience, c'est qu'en troisième année d'études supérieures, tu dois faire un semestre à l'étranger obligatoire. Tu as deux options pour le faire. Soit tu pars en université partenaire, là tu peux aller globalement dans toutes les universités partenaires de l'école, soit deuxième option, tu vas trouver un stage à l'étranger. Et je me dis, je vais trouver un stage à l'étranger parce que c'est beaucoup plus difficile, tu vois. Donc, je me dis, je vais partir trouver un stage à l'étranger. Il y a énormément d'histoires qui se passent. Normalement, je dois partir à New York avec le patron de Fleury Michon, le patron international de Fleury Michon, pour lancer l'activité de Fleury Michon aux États-Unis. Ok. Donc, projet de ouf pour un gamin comme moi qui se dit, waouh, entrepreneuriat de ouf, mais dans une boîte existante, trop stylé. En plus, on va être supporté par l'activité. Ils avaient une activité au Canada. On ne le sait pas, mais Fleury Michon remplissait les avions de Air France dans un sens, mais ils voulaient les remplir dans l'autre quand, du coup, tout simplement, les avions faisaient le retour vers la France pour les plats, tu sais, des passagers. Du coup, ils avaient acheté une société au Canada qui avait une capacité de production pour alimenter le marché américain. Ok. Et du coup, on s'était dit, je rencontre le gars, c'est une relation de relation, on va potentiellement pouvoir partir là-bas. Et au final, pour diverses raisons, le projet Canada s'arrête. L'entreprise décide de ne pas y aller au final. Par contre, là, c'est là où je me suis dit, waouh, cette boîte, ils sont ultra engagés. Ils m'avaient promis à moi, petit stagiaire, de partir à l'étranger. Ils se sont débrouillés pour me faire partir à l'étranger. Génial. Franchement, genre vraiment, je ne les remercierai jamais assez parce que ça s'est joué en 2 semaines. Tu vois, genre au début, 2 semaines, je suis engagé. Le projet, il a arrêté la semaine suivante. Ils disent, on s'est engagé à ce que tu partes à l'étranger. Tu partiras à l'étranger. On te propose de partir dans notre filiale canadienne. Long story short, je suis là-bas, je m'éclate, etc. Je vais à New York pour retrouver un de mes amis que j'ai rencontré à Saint-Gab qui avait fait un échange, un ami mexicain qui était venu aussi à New York à ce moment-là. Et je découvre New York, j'arrive à New York, Penn Station, il est minuit, après 8 heures de bus, et je suis là pour la première fois de ma vie à New York et je fais waouh, ok, c'est quoi cette ville? Tu vois, genre truc de fou. Et là, je vois mon pote, lui il fait ses études à Mexico City. Moi, je suis du coup au Canada. Je sais qu'il me reste quelques années d'études. Et là, on se tape dans la main. On dit le premier qui vient bosser à New York, il a gagné. Mais non. Si. Donc, ça roule. 2 ans plus tard, je finis mes études. Et là, je me dis, il faut que je réussisse à partir à New York parce que j'ai quand même ce truc à gagner en fait. Ce serait dommage de perdre un pari aussi énorme. Bien c'est sûr, ça, genre vraiment. Et puis, c'est pas facile de trouver un travail à New York. Vraiment, genre, quand tu commences à t'y intéresser, c'est pas si simple. Mais alors, j'ai une vraie question par contre. À gagner quoi? Rien, juste le plaisir d'avoir gagné. D'accord. Et en fait, moi, j'étais un peu tombé amoureux de la ville. J'étais resté 3-4 jours parce que j'avais pas de congé quand j'étais là-bas. Donc, j'étais parti sur un week-end un peu prolongé. Et du coup, j'en avais profité pour essayer de découvrir un maximum de choses. Et je m'étais dit, mais waouh, j'ai pas vu assez de choses en fait de cette ville. Il faut que j'y retourne. Et le truc, c'est que moi, j'aime pas voyager, juste partir 2 semaines quelque part, se dorer la pilule et rien faire. J'aime bien l'idée de découvrir une ville en y habitant quelques temps, quelques mois, quelques semaines, en fonction de ce qu'il est possible pour l'emploi du temps, tu vois. Okay. Donc, ce gros truc de liberté aussi, hyper important. Et du coup, je sors de mes études, j'ai mon master, je vais travailler dans une entreprise, je prends un job normal, et là, je fais, waouh, j'ai pas envie de ça. Hein. Donc, j'arrête ce job, et j'ai la chance à ce moment-là d'avoir une amie qui travaille aux États-Unis, qui est partie en veillée aux États-Unis. Et je me dis, truc de ouf, elle m'envoie un message, elle me dit, il recherche une nouvelle personne pour une des activités, tu peux potentiellement postuler. Et je dis, mais attends là, c'est un truc de ouf. Ok, je postule, j'ai un entretien avec du coup une personne sur place, je vais travailler pour Suez Nord-Amérique, enfin en tout cas c'est un entretien pour Suez Nord-Amérique, je pars là-bas, enfin pas je pars là-bas, je fais l'entretien, etc. Et je suis sélectionné, donc t'imagines dans ma vie, là ma tête elle va exploser, genre je viens d'avoir un taf dans le New Jersey, juste à côté de New York. Tout ça pour gagner un défi, ça me fume quoi. Et en gros, c'est un truc de ouf. Et le pire dans tout ça, c'est que je pars grosso modo 2 mois après. Je pars à New York pendant 1 an et demi. Et mon pote mexicain, entre-temps, lui, il a continué son parcours. Et vu que lui, il est très intelligent, il a fait toutes les meilleures études possibles au Mexique. Et il est arrivé faire ses études à Columbia. Columbia, pour vous donner une idée, c'est une école qui fait partie des top écoles américaines et qui est sur Manhattan, dans le côté Morningside de Harlem. Et il fait ses études là-bas.
Et moi, du coup, j'arrive en même temps que lui arrive pour sa première année de master à Columbia. Mais quand tu dis en même temps, c'est Genre le vraiment, même ça se jour, Non, mais genre pas au même jour, mais genre à, je sais pas, à 1 mois et demi d'intervalle. Mais tu vois, genre se retrouver dans 2 villes qui ne sont pas les nôtres, Ok. à l'autre bout de chez nous, ça n'a pas de sens, tu Ouais. vois. Surtout New York, qui est quand même une ville très demandée, honnêtement. Mm. Pour les VIE, c'est parmi probablement des villes les plus demandées de tout le programme. Et j'arrive là-bas, et du coup, je lui envoie un message, je lui dis j'ai gagné, tu vois. Et il me dit non, j'étais là avant toi. Et je fais non, tu fais tes études, tu ne Ça n'a travailles rien à pas. voir. Oh, et t'as gagné ce pari comme ça. Et, bah, en fait, pour lui, c'est lui qui a gagné parce Oui. qu'il m'a dit oui, mais non, parce que j'ai assisté un prof Mm. pour un truc. Et tu sais, dans les écoles américaines, ça se fait beaucoup. En fait, tu peux être assistant de prof-chercheur pendant des études et tu es en partie rémunéré pour aider tout simplement le campus à obtenir des prix, etc. Et en gros, l'école à obtenir des prix. Et donc, lui, il considérait que parce qu'il avait travaillé là-dedans, il était arrivé en premier, sauf que moi, j'avais un vrai travail. Donc, je considérais que j'ai gagné. Donc, d'une certaine façon, on a tous les deux gagné. Et donc, ouais, je pars du coup pendant 1 an et demi et je vis 1 an et demi à New York. Histoire de fou quand même. Parce que New York, comme tu le disais, c'est une ville qui s'arrête jamais. Et j'ai vu, je pense que, comment dire, c'est une expérience que peu de personnes vivront. J'ai vu New York vide parce que j'y étais pendant le Covid. Et je suis allé me balader à Times Square et premier degré, j'ai vu Times Square vide. Oh, ça doit être Avec bizarre. personne. Il y a juste les écrans allumés, ça a l'impression d'avoir un mauvais film. Oui, je me souviens de la photo. J'avais vu la photo parce qu'on connaît la photo de Times Ouais. Square blindée et ça m'avait troublé. Ah oui. Et voilà. Et donc, ouais, j'avais déjà envie d'entreprendre, mais par contre, là, j'étais dans le pays de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait plein de conférences, de trucs. Je suis allé visiter plein de trucs et j'ai rencontré. Enfin, je suis allé visiter plein d'événements, aussi d'entreprises. J'ai essayé d'aller dans les Silicon Valley. Je crois que c'est un peu le kiff de tous les entrepreneurs, tu sais, d'aller voir c'est Google, Apple, etc. Oui. Et ouais, voilà, en gros. Et t'as kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai même continué à entreprendre quand j'étais là-bas. J'avais des petits business. J'ai commencé dropshipping un peu à l'époque. Je continuais en même temps en fait que je travaillais, etc. Donc, je sais pas si c'était très légal, mais voilà, personne ne le sait. Et quand t'es rentré en France, t'avais l'impression d'être allé au bout de ton expérience américaine? Ouais, bah après le contexte était particulier parce que honnêtement, genre, je fais 1 an à New York et je fais 1 an et demi à New York et les 6 derniers mois de mon temps à New York, c'est lockdown. Ok. Et je me souviens très bien quand il y avait le virus le Covid qui commençait à sortir en Chine. Il commençait à y avoir quelques news à l'époque, on ne savait pas du tout ce que c'était. Et quand je voyais comment ça bougeait à New York, je me suis dit, dans 1 mois, c'est sûr que New York, c'est terminé. Genre, aucune chance que la manière à la vitesse à laquelle ça se propage. Et il s'est trouvé qu'effectivement, 1 mois et demi après, en gros, New York devient, à l'époque, on disait l'épicentre, tu sais, du SARS-CoV-2, ça s'appelait comme ça, ou SARS-CoV-2, je ne sais plus. Et bref, et du coup, on se retrouve là-dedans, et du coup, tu rentres en France, mais ça a une saveur un peu particulière parce que à la fois, tu es content de rentrer, tu te dis, ça fait chier de quitter les États-Unis, mais dans ce contexte-là, bon, bah, c'est OK, tu vois. Ouais. Tu retrouves ta famille. Derrière, je me souviens, je suis rentré, j'ai fait genre 2 semaines de quarantaine dans une maison à part. Tu vois personne, enfin vraiment, quand tu y penses, c'était lunaire à l'époque. Heureusement, comment dire que c'est pas quelque chose qui a vraiment continué. À l'époque, on se disait potentiellement c'est notre vie maintenant, tu vois. Oui. Mais ouais, voilà. Ouais, c'est assez soulageant quand aujourd'hui tu as des potes qui te disent j'ai le Covid, tu fais ah merde, t'as des Doliprane. Ouais. Et ça passe. C'est ça. Et puis on se voit la semaine d'après. C'est ça. Ouais. C'est exactement, je trouve qu'on est rendu en point où c'est exactement ce qu'on disait avant et que moi je croyais pas, c'est tu verras, ça deviendra qu'une petite grippe et ça deviendra une maladie comme les autres. Et nous on dit oh non, pas du tout, on est enfermés chez nous, on lave nos courses quand on a fini de les faire. C'est ça, c'était dingue. Mais ouais, du coup, le retour en France, je pense qu'il est difficile. Dans ma tête, il est difficile comme pour toute personne qui a vécu à l'étranger et qui revient dans sa vie d'avant. Parce que je reviens chez ma mère en fait. Tu vois, je reviens pas dans mon appartement, je me construis une nouvelle vie. C'est genre, je reviens chez ma mère. Et surtout, à ce moment-là, je me dis, je vais entreprendre pour de vrai. Genre, quand tu pars en VIE, ça te stoppe tous tes droits, comment ça s'appelle chômage, etc. Et moi, j'avais fait une alternance sur la fin de mon année d'études. Donc, j'avais le droit au chômage. Et en fait, quand tu pars en VIE, pendant 1 an et demi, tu n'existes plus aux yeux de l'État français. Mais ça ne te coupe pas ton chômage. En fait, c'est comme si tu n'avais pas existé.
comme si ce temps n'avait jamais existé. En fait, tu reprends la vie au niveau de l'État français un an et demi avant. Donc, tu as le droit à tout. Et je me dis, OK, là, je vais entreprendre pour de vrai maintenant. On arrête de rigoler. On se lance avec le chômage et je vais monter une boîte. Et c'est là que tu as créé Seos. C'est là où je crée Seos. En gros, je reparle avec Jérémy, qui est du coup mon associé sur Seos aujourd'hui. On avait monté des projets ensemble quand on était en études sup ensemble. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais un projet, comme je disais, de dropshipping qui avait commencé à bien marcher. Qui a été stoppé net par les trucs de Covid et tout, mais ça commençait à bien marcher et puis ça matchait entre nous, tu vois, d'un point de vue entrepreneurial. Trouver un associé, c'est toujours ultra difficile. Et là, pour le coup, ça matchait, ça marchait bien. Ça faisait 2 ans et demi qu'on testait et à chaque fois, tous les projets qu'on avait fait ensemble, on s'entendait bien, tu vois. Donc, c'était cool. Et du coup, voilà, Jérémy vient me présenter un projet et me dit, voilà, gros, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une agence, j'ai identifié tel problème. Je pense que la solution, c'est de faire ça. À l'époque, c'était de faire une formation sur Google Ads. Viens, on fait ça. Et il me dit, je ne me lance pas sans toi. Et moi, je me disais, en vrai, je ne me lance pas vraiment sans lui non plus. Donc, c'était une évidence. Et on se lance et on fait ça. Et on lance Seos du coup pour la première fois. Et on crée un organisme de formation sur Google Ads pour les sites e-commerce. Et c'est comme ça que l'aventure commence. Après, ça a beaucoup évolué. On est devenu plus une agence et tout. Mais ouais, c'est un peu là pour le coup, le vrai bain de l'entrepreneuriat directement. Avec Seos. Et un jour, moi, j'ai reçu un message sur LinkedIn pour me dire coucou, j'ai besoin d'un coup de main, je sais pas trop quoi écrire. J'ai fait attends, je te connais toi. J'ai vu ta tête. Bon, t'as un petit peu changé depuis, mais on s'est déjà vu. C'est ça. Et en gros, moi, j'avais vu, tu avais pris vachement d'ampleur sur le réseau et j'admirais vachement la manière dont tu parlais, tu prenais la parole, etc. Et surtout, je m'étais dit, waouh, c'est plus du tout la fille que j'ai connue au lycée. Oui. On va pas aborder ce sujet. Vache, j'étais pas la même. Mais toi, je trouve que tu as évolué vraiment de façon. Je sais pas comment ça a commencé très tôt, tu as bourgeonné, puis ça s'est ouvert très vite. Moi, j'ai vraiment bourgeonné sur le tard. Et moi, c'est le Covid qui m'a fait réagir ça, qui m'a fait naître mon envie entrepreneuriale, mais j'ai même pas l'impression d'avoir une envie. Moi, j'avais juste vraiment faim. Personne ne me donnait ma chance sur le moment. Je me souviens avoir bossé à la Micaline, qui est aussi une entreprise vendéenne. J'ai bossé à l'usine Micaline. Je voyais des problèmes dans leur com. J'ai été les voir et ils m'ont vraiment regardé en mode ouais, continue d'appuyer sur un bouton plutôt, toi, t'es bien. Ça m'avait rendu folle de rage. Et donc, c'était plus par esprit de vengeance, la dalle, et puis l'impression de rien pouvoir faire d'autre parce que difficulté avec l'autorité, difficulté avec les patrons, quoi. Enfin, il y a un truc qui se crée là-dessus, quoi. Et c'est quoi toi, c'est le truc de la Micaline qui est ton déclencheur de ensuite j'entreprends ou tu avais un autre déclencheur, un peu c'est mon truc de je suis dans mon lit et je me dis qu'il faut que j'aille à l'internat. Est-ce que tu as un truc comme ça dans ta vie que tu as réussi à identifier qui est genre une sorte de avant-après? J'ai eu un moment exactement dans ma chambre d'ado, dans mon petit lit, une place, mes murs violets, où un moment, je venais de reprendre des études qui ne me plaisaient pas du tout, dans une ville qui ne me plaisait pas du tout, avec des cours en visio, sans aucune humanité, où tout le monde avait sa caméra éteinte, et le professeur qu'on avait rien à foutre, et j'étais dans une solitude extrême. Je revenais de Montréal, pareil, Covid. J'étais seule au monde chez mes parents, c'était horrible. Je bossais à l'usine pour faire un peu de thunes, et je venais de recevoir la notif, votre prêt étudiant arrive à échéance, vous êtes à moins 15 000, il va falloir enchaîner maintenant ma grande. Et je venais d'être en alternance et en fait, je me suis très bien été allongée dans mon lit, me dire mais ma vie c'est de la merde, à qui je peux le raconter? J'ai ouvert mon ordi, je me suis inscrite sur LinkedIn et j'ai fait mon premier post. Je suis une vraie déception, j'ai déçu mes parents, j'ai raté mes études une fois, là je recommence, je sais même pas pourquoi, je sais pas quoi faire de ma vie. Est-ce que vous aussi vous savez pas quoi faire de vos vies? Et j'ai eu une vague de soutien. Et donc j'ai commencé le lendemain à dire ça va un peu mieux, j'ai lu tel bouquin, je vous le résume. J'ai écouté tel podcast, je vous le résume. Et en fait en donnant aux gens, j'ai reçu aussi. Et petit à petit ça s'est lancé comme ça, quoi. C'est ouf. C'est marrant. C'est vraiment l'histoire du blog en fait. Tu partages sur un élément de vie et puis petit à petit c'est build in public. C'est un truc que moi j'ai du mal à faire pour le coup parce que on en avait déjà parlé ensemble, j'arrive pas à vraiment parler de moi personnellement, de mes succès, parce que j'ai tendance à les minimiser. Et j'arrive pas et je trouve ça futile du coup de parler des trucs de la vie quotidienne en mode j'ai lu tel bouquin, j'ai bien aimé, tu vois. Je me dis cool, ça intéresse personne à part moi, tu vois. Mais je trouve ça ouf que tu puisses te lancer, tu vois, genre comme ça, juste avec sans prétention, et qu'aujourd'hui ça devienne quelque chose de vraiment sérieux, tu vois. C'est comme un truc, j'entends beaucoup de potes qui veulent se lancer et qui me disent j'ai besoin que quelqu'un me dise que c'est bien ce que je fais. Il y a vraiment eu ce truc où il y avait personne qui pouvait me dire de pas le faire non plus, quoi. Il
Il y avait personne sur ce moment-là qui m'a dit attends, publier sur LinkedIn, c'est un peu cringe quand même, on va se foutre de ta gueule. Tout comme toi, partir à New York, ça va pas, t'es un grand malade. Pourquoi lancer, pourquoi de la déco d'art chez les dentistes, chez les médecins? Ouais, ça n'avait pas de sens. Pourquoi tu veux partir en internat alors que t'es très bien avec tes potes? Tu vois, c'est au bout d'un moment, comme personne va te propulser, personne peut te stopper aussi à un moment donné, quoi. Ouais, je pense que tu as le truc en mode. De toute façon, en fait, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à. Et ça, je le vois chez pas mal d'entrepreneurs qui veulent entreprendre, mais qui passent pas à l'action. En fait, la seule différence entre un gars qui a réussi et un gars qui n'a pas réussi, c'est souvent le fait que celui qui a réussi, il est passé à l'action plus tôt. Et tu vois, juste, tu le fais. Point, tu vois. Juste le faire. Mais mine de rien, j'ai quand même l'impression que j'ai eu vachement de retard. Toi, tu as eu cette passion pour l'entrepreneuriat, elle t'est arrivée très tôt. Je me dis, si je l'avais eu ce déclic-là au lycée, j'aurais gagné un temps fou. Mais regarde, je pense que tu vois, genre moi je me dis, putain, si j'avais été plus futé plus tôt dans l'entrepreneuriat, vu à l'âge où j'ai commencé, je devrais être beaucoup plus loin aujourd'hui. Mais en fait, je pense que ce truc, tu l'as tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu vas te dire, par rapport à moi qui ai commencé l'entrepreneuriat plus tôt, bah moi j'aurais pu commencer plus tôt. Mais moi, je vois, il y a des gamins maintenant. Enfin, je parle comme un vieux. Non, mais je suis complètement d'accord. Les gars, ils ont 12 ans, ils ont un business sur Vinted. Mais c'est du génie, tu vois. Les mecs sont trop forts. Ils sont trop mais forts. j'ai pas eu cette idée quand j'avais 12 ans. Ah non. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais des coloriages. Et je trouve ça trop bien. Ouais. On se retrouve quand même à 28 et 30 ans et en pyjama. Ouais, c'est en pyjama féminin. Si on doit le rappeler quand même. même. Il te va comme un gant. Je suis désolée, il te va super bien. Très bien. Non, mais très bien. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu produis aussi beaucoup de contenu sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube où tu t'éclates aussi. Tu as des bonnes semaines quand même. On papote de temps en temps et tu t'ennuies pas. Est-ce que tu as des moments où tu arrives à te relaxer et à relâcher la pression quand même? Quelles sont les activités qui te… Franchement, pas trop. Pas trop? J'ai du mal à me relaxer. En fait, j'essaie de me forcer à le faire. Et un truc d'ailleurs que j'ai fait pour me relaxer dernièrement, c'est que j'avais tendance à favoriser le travail au-dessus des amis. Il y a plein de gens qui vont me dire c'est un gros connard, mais souvent c'était un peu le cas. Et en fait, je pense que quand tu veux vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, au début, tu es obligé de faire des choix. Et c'est là aussi, tu vois, si tes vrais potes ils te suivent ou pas. Mais du coup, depuis genre un peu plus d'1 an maintenant, je me suis toujours dit que la proposition d'un pote ou d'une pote pour sortir irait toujours au-dessus du travail que j'ai pas fait ou que j'ai pas avancé. Et après, pour les trucs de relaxation, j'essaie de faire beaucoup de sport. J'essaie de jouer un peu au padel aussi. C'est assez sympa, c'est un truc un peu à la mode. Et sinon, essayer de voyager un peu, rencontrer des gens. J'ai pas, d'ailleurs, c'était un des points que je me disais. Tu vois, j'ai pas vraiment un truc de détente à proprement parler que j'ai. Genre, il y a des gens qui aiment faire du bricolage, d'autres, je sais pas, d'autres trucs, mais j'arrive pas. Je vais pouvoir te proposer, pour clôturer ce podcast, une activité qui est très détente, qui permet de relaxer. J'ai un peu peur du coup. C'est la prod qui va nous l'apporter. La prod, elle est un peu au bout du rouleau parce que elle sait ce qui va se passer et a priori, c'est très rigolo. Non, mais parce qu'on a quand même travaillé sur des sujets d'image. Je vais te mettre peut-être derrière. On a travaillé sur des sujets d'image et je trouve que c'est important aussi pour ton image qu'on puisse faire un masque pour se détendre. Tu sais que premier degré, on m'a offert un masque. Comment dire Merci la prod, vous êtes super. Merci beaucoup. On m'a offert un masque. Il est toujours dans mon… Tu l'as jamais fait? Ouais, et ça doit faire depuis… Ouais, mon anniversaire, je pense. Donc là, ça doit faire 8 mois. Je l'ai toujours pas fait. Bah écoute. Magnifique. Alors, on a des masques de bouche. On a des masques juste de poche. On a des petits straps pour les points noirs. Je pense de poche, ça peut être bien. Je suis fatigué en ce moment. Mais à chaque fois, t'es triche parce que les gens, ils prennent des petits masques. Alors moi, je veux les grands masques. Ah ouais, tu veux que je prenne un grand? Bah si, alors ça, c'est un très grand masque. De toute façon, j'ai compris. Oui. Donc, alors, tu préfères plutôt celui à la pastèque. Pourquoi t'as pas pris juste les grands, histoire de… Et ça, c'est les crèmes pour les mains. Est-ce que tu es plus sur l'anti-purifiant anti-imperfection ou désaltérant repulpant? Allez, je prends le rouge. Allez. Vraiment l'homme qui choisit. Ah oui, c'est joli celui-là. J'en sais rien. Pour moi, c'est un peu du marketing où je comprends pas grand-chose de toute façon. Donc, je comprends. Tu vois, t'es en mode repulpant. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a quand même des super effets. Mais c'est quoi repulpant? En fait, ça va permettre à ta peau d'avoir l'air un peu plus rebondi. Tu sais, quand tu as la peau un peu terne parfois et que tu as des yeux un peu creux, des choses comme ça. Là, ça va faire rebondir ta peau. Ok. Ça me fait un peu peur. Je vais être rebondi. Est-ce que tu veux que je te le mette ou est-ce que ça va? Tu sais comment le mettre? Je sais pas, mais on va voir. C'est ça qui est rigolo, c'est si je sais pas le faire. Oh, par contre, ça sent vraiment bon. Tu veux sentir? Ah oui, olfactivement, ça détend déjà. Ça me paraît être vraiment très désaltérant. Et repulpant. Putain, mais ça a l'air exceptionnel cette chose.
Il nous faut vraiment beaucoup plus d'invités hommes dans ce podcast. C'est- Si vous avez des noms, je vous en beaucoup supplie, drôle. balancez-les dans les commentaires. Et c'est le premier épisode, tu lui as fait faire ça, mais elle était contente, la fille, Oui, non? oui, oui, mais elle a été maline, elle a pris le petit truc sous les yeux. Ah ouais, elle est futée. Moi, je m'affiche en plein public, c'est magnifique. Allez, je t'accompagne. Aucune crédibilité. Ah oui, il y en a partout. Ouais, mais je sais pas pourquoi, je pense que toi, t'as une image plus fun que moi. Et du coup, les gens, ils vont dire, ah, ça lui va bien, c'est super. Et moi, ils vont me dire, ah, c'est un mongol. Il a l'air idiot. Il y a même des bulles dans les yeux. Attends, tu fais ça comme ça? Ouais. Ah, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Ça fait du bien. Tu sais que ou j'ai pas jamais. Ah, ouais, par contre, c'est méga agréable. Tu vois? Et c'est froid, tu l'as mis au frigo? Oui. J'ai mis au frigo pour dépuffer. Par contre, quand t'as de la barbe, t'as vu, ça colle pas en bas. Bah, moi, techniquement, ça devrait aller. Si ça colle pas sur la moustache, je vais me vexer. Bah non, ça colle pas sur la moustache. C'est exceptionnel par contre. T'as vu? Et tu peux même. Ah, j'avoue, mettre c'est un- relaxant de ouf. Ah, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est trop bien. Ah oui, j'avoue, ça colle pas du tout. Mais non, ça colle pas, il y a de la barbe. Et en vrai, par contre, c'est méga agréable. Et franchement, tous les mecs là qui critiquent de ouf gratuitement, franchement, essayez, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai, premier degré. Ah, premier degré, c'est vachement bien. C'est pas mal, hein? Ah, c'est froid et tout. Ouais. Ah, elle se fout de notre gueule en plus, la Oui, prod là-bas. je pense que la prod se fout de notre Elle gueule. rigole beaucoup. Et Je d'ailleurs, vais tu faire devrais un en petit mettre thé, un. Pourquoi t'en mets pas un, toi? Ah, du petit thé pour terminer cette Ah, on soirée est bien, là, pyjama. hein. Il nous manque juste un petit écran là-bas. On va tirer l'écran et on va pouvoir regarder ça tranquille. Et tu vois, ça, c'est mon vrai truc. C'est-à-dire que je sais que le soir, quand je me pose pour faire mon masque, c'est mon moment. Je ne peux rien Ok. faire d'autre. Je mets pas mes écouteurs parce que c'est quand des même méga bobines. drôle comme truc. C'est amusant, hein? Et je sais que c'est vraiment le truc qui me permet de poser, non seulement de ne pas bosser, mais il y a Ok. quelque chose de très solitaire aussi dans un masque. Tu t'invites pas des copains pour faire des masques. Ouais, sauf du sur coup, un là, on s'est podcast. dit, on a invité tout Internet, c'est une bonne idée. C'est ça. Magnifique. On s'est dit que c'était sympa sur YouTube. Donc, tu vois, je peux pas faire la bouche malheureusement. Ça te va super bien. Hein. C'est vrai? Mm, Non, pas ouf. J'ai l'impression. J'ai hâte de voir le résultat. Je suis pas convaincu non plus. Bébé, est-ce que tu as passé un bon moment dans ce podcast? Franchement, c'était cool. Même, je te dis, j'ai découvert un truc là avec le masque, c'est vraiment marrant. Donc, franchement, c'était un bon moment. Merci pour l'invitation. Ah, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir retracé ton parcours avec nous, Bah, avec grand plaisir. qu'on ait un peu papoté. Je trouve ça très très chouette. Et j'espère que ça vous a plu aussi. Same. N'hésitez pas à donner des idées d'abonnés dans les De participants. d'invités. Vous pouvez Si mettre vous- des idées d'abonnés aussi, pourquoi pas? Des idées d'abonnés, déjà des gens qui devraient s'abonner et surtout des gens qui devraient être invités sur ce podcast. Non seulement pour raconter leur parcours entrepreneurial, mais aussi ce qui les meut vraiment et comment ils sont tombés amoureux avec l'univers de l'entreprise, De l'entrepreneuriat. de l'entrepreneuriat. Bon, bah, nous, on va aller se détendre un petit peu. Ouais, on va faire des masques de pied après. Ça existe, ça. C'est génial. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. À très bientôt et merci encore PB. Avec grand plaisir. Ciao. Vraiment, c'est agréable, hein, ce petit truc, franchement. T'as vu?